Hicham. C'est un de mes auteurs préférés. J'ai pratiquement lu tous ses livres. C'est un ancien avocat. Et il a une imagination débordante, mais je pense qu'il fait aussi pas mal de recherches. Et donc, il nous raconte les coulisses d'un procès. Et c'est vraiment pas mal. Il y a plusieurs de ces livres qui ont été adaptés au cinéma. Alors je suis allé au marché et je suis tombé sur ce bouquin qui s'appelle Le Contrat, que j'avais pas lu et que je viens de dévorer. Je vais lire le premier passage, 20 à 25 pages. Et c'est vraiment pas mal. C'est l'histoire d'un type milliardaire qui a une entreprise de produits chimiques. Et il déverse ces produits chimiques dans la nature. Il en a rien à foutre de l'environnement, de ce que ça peut avoir comme conséquence. Et du coup, dans la ville où les produits sont déversés, où l'usine est installée, ben, il commence à y avoir pas mal de dégâts. Les gens ne peuvent plus boire l'eau. Il y a des contaminations incroyables. Il y a des cancers. Et il y a des morts. Et dans cette ville, il y a une dame qui décide d'attaquer l'entreprise de M. Trudeau. M. Trudeau, c'est donc le PDG de l'entreprise. Et ça s'appelle Crane Chemical, son entreprise. Elle décide de les attaquer. Et elle embauche un couple d'avocats. Et ils vont se battre. Et ils vont gagner le procès. Avec des dommages à intérêt impressionnants. Et l'histoire, c'est donc que M. Trudeau, son entreprise, va perdre 1 milliard en bourse. Et il y a quelqu'un qui va l'appeler. Quelqu'un qui a des appuis. Et quelqu'un qui peut faire ou défaire un homme ou une vie. Et il va l'aider à regagner la confiance et à gagner le nouveau procès. Voilà l'histoire. C'est une histoire de puissants contre les moins puissants. J'aime bien. C'est une très belle histoire. Je vais lire le démarrage. Puis j'espère que ça va te plaire. Et si ça te plaît, bah franchement, lis la suite. Parce que la lecture, c'est quand même pas mal. Ce que j'aime bien avec la lecture, c'est que on s'imagine des personnages. Et tous autant qu'on soit, on n'a pas la même vision du personnage. Et c'est ça qui est fabuleux. Moi, je peux l'imaginer brun, toi, tu vas l'imaginer brune. Brun, blonde, blond, pardon, pourquoi brune? Blond. Et tu vas te l'imaginer peut-être avec une moustache, un grand, alors que moi, il va être un peu plus petit, etc. Et c'est ça qui est fabuleux. Et tu laisses aller ton imagination par rapport à l'écriture. C'est juste magique. Voilà. Bonne écoute. Bonne écoute. Contrat. C'est lui, John Grisham. Le jury était prêt. Après 48 heures de délibération, au terme de 71 jours de procès, dont 530 heures de déposition sous serment d'une quarantaine de témoins, après une éternité passée à écouter en silence les avocats marchander et le juge les sermonner sous le regard avide d'une salle en quête du moindre signe révélateur, le jury était prêt. Enfermé en salle de délibération, coupé du monde, protégé, 10 jurés avaient signé le verdict de leur nom. Les 2 autres boudaient dans leur coin, exclus et piteux dans leur dissidence. Ils eurent des étreintes, des sourires et maintes témoignages d'autosatisfaction, car ils avaient vécu à la lutte et pouvaient désormais faire leur retour dans l'arène. Grâce à leur détermination absolue et à la recherche obstinée d'un compromis, ils avaient su imposer in extremis une décision. Leur supplice était terminé, leur devoir civique accompli. Ils avaient servi la collectivité et, au-delà, ils étaient prêts. Le président du jury frappa à la porte et Oncle Joe s'ébroua brusquement tiré de son sommeil. Oncle Joe, le très vieil huissier, avait monté la garde, mais veillait aussi à l'organisation des repas, écoutait les griefs et glissait discrètement les messages au juge. La rumeur voulait que, dans son jeune temps, à l'époque où il n'était pas si dur d'oreille, Oncle Joe ait épié les délibérations de ses jurés à travers la porte, la mince cloison de pain choisie et installée par ses soins. Mais cette époque était révolue. Un
négociation et qu'elle présentait ce résultat comme un cadeau, le juge ferma les yeux et laissa échapper un profond soupir de satisfaction. Il eut un sourire heureux, nerveux, mélange de soulagement et d'incrédulité. Battait le rappel des avocats, ordonna-t-il enfin. Au bout de presque 5 jours de délibération, le juge Harrison s'était résigné à la probabilité d'injurer sa majorité. Son pire cauchemar. Après 4 années de procédure à outrance et 4 mois d'un rude procès, la perspective d'une impasse le rendait malade. Il n'osait imaginer tout reprendre. Il chaussa ses vieux mocassins. D'un bond, se leva de son siège, avec un grand sourire de petit garçon. Il attrapa sa robe. C'était terminé. Le plus long procès d'une carrière pourtant mouvementée. Le greffier réserva son premier appel au cabinet Payton et Payton, un tandem local, mari et femme, qui exerçait à partir d'une ancienne supérette désaffectée dans un bas quartier de la ville. Un auxiliaire juridique du cabinet décrocha, écouta quelques secondes, raccrocha, puis brailla. Le jury a rendu son verdict. Sa voix se répercuta dans le dédale caverneux des petits bureaux improvisés. Ses collègues sursautèrent. Il hurla les mêmes mots en courant vers une salle baptisée la mine, où le reste du cabinet se rassembla dans la frénésie. Wes Payton était déjà là, quand son épouse Marie-Grâce surgit dans la pièce. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde, éperdus de peur et de confusion. 2 auxiliaires juridiques, 2 secrétaires et un comptable prirent place autour de la longue table encombrée et se figèrent, médusés, chacun attendant que l'autre parle. Se pouvait-il que ce soit vraiment fini, après l'attente d'une éternité? Cela pouvait-il se terminer comme ça, si brusquement, sur un simple coup de fil? Et si nous prenions le temps de prier en silence, suggéra Wes. Ils se prirent la main, formant un cercle étroit, et prièrent comme jamais. Toutes sortes de supplices s'élevèrent vers le Seigneur Tout-Puissant, mais une au moins leur était commune. La victoire. S'il te plaît, cher Seigneur, après tout ce temps et tous ces efforts, tout cet argent et ces peurs et ces doutes, s'il te plaît, oh, s'il te plaît, accorde-nous une victoire divine et délivre-nous de l'humiliation, de la ruine, de la faillite et d'un tas d'autres mots que nous voudrait un verdict négatif. Le second appel du greffier aboutit sur la ligne portable de Jared Curtin, l'architecte de la défense. Maître Curtin se prélassait tranquillement sur un canapé en cuir de location, dans son bureau temporaire de Front Street, en plein centre-ville de Hattiesburg, à 3 rues du palais de justice. Il lisait une biographie et regardait le temps s'écouler. À 750 $ de l'heure, il écouta calmement, rabattit le clapet de l'appareil et lâcha. Allons-y. Le jury est mûr. 750 $ de l'heure. Il va bien lui. Tranquille lui, tranquille le chat. En plus, il a une biographie. Il va bien lui. 750 $ de l'heure. Waouh. Ces fantassins en costume sombre se mirent au garde à vous. Elles l'escortèrent en file indienne vers le bout de la rue. En route pour un nouveau succès écrasant. Il s'éloignait au pas de charge, sans un commentaire, sans une prière. D'autres appels s'adressèrent à d'autres avocats, puis aux journalistes, et en quelques minutes, la nouvelle gagnait la rue, où elle se propageait rapidement. Quelque part vers le sommet d'une tour d'immeuble, dans le bas de Manhattan, un jeune homme saisi de panique interrompit une réunion très sérieuse pour chuchoter la nouvelle à M. Karl Trudeau, qui se désintéressa aussitôt des questions débattues autour de la table et se leva d'un coup. Il semblerait que le jury soit parvenu à un verdict. D'un pas martial, il sortit de la pièce et se rendit au bout du couloir, dans un vaste bureau, où il retira sa veste, relâcha le nœud de sa cravate, s'approcha d'une fenêtre, et laissa son regard errer dans le crépuscule naissant, vers l'Hudson River, au loin. Il attendit, et se posa l'éternelle question. Comment au juste son empire pouvait-il dépendre ne serait-ce qu'une partie des opinions conjuguées de 12 individus ordinaires exprimés quelque part au fin fond du Mississippi? Il avait beau en savoir long, la réponse lui échappait encore. On se pressait dans le tribunal de partout. Les
Payton se garèrent dans la rue située sur l'arrière. Ils restèrent un moment dans la voiture, la main dans la main. Pendant 4 mois, ils avaient essayé d'éviter tout contact aux abords du tribunal. Il y avait toujours quelqu'un pour les guetter. Un juré, le cas échéant, ou un journaliste. Il importait d'être aussi professionnel que possible. Il y avait un côté inédit, surprenant dans leur tandem, à la fois juridique et conjugal. Aussi les Payton s'efforçaient-ils de se traiter mutuellement en avocats, non en époux. Ça c'est pas simple. Pas simple du tout. Et puis, pendant le procès, ils n'avaient guère eu l'occasion de se toucher, que ce soit à l'ombre du tribunal ou ailleurs. À quoi penses-tu? Sans Key West, sans regarder sa femme. Il avait le cœur battant et le front moite. Il s'agrippait encore au volant de sa main gauche et se répétait sans arrêt de se détendre, détendre, détendre. Cette bonne blague. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, avoua-t-elle. Eh, moi non plus, lui répondit-il. Un long silence. Ils respirèrent profondément. Et ils regardèrent passer un monospace de la télévision qui faillit renverser un piéton. Si on perd, on survit. Lâcha-t-elle. C'est la question. Il faut, nous n'avons pas le choix. Mais nous n'allons pas perdre. Bravo. Alors allons-y. Ils rejoignirent les membres de leur modeste cabinet et pénétrèrent avec eux dans le tribunal. Leur cliente, Jeannette Baker, la plaignante, les attendait à sa place habituelle, à côté du distributeur de soda. Quand elle vit ses avocats, elle fondit en larmes. Wes la prit par un bras, Marie-Grâce par l'autre, et ils l'escortèrent jusqu'en haut des marches, vers la grande salle d'audience du 2e étage. Ils auraient aussi bien pu la porter. Elle pesait moins de 50 kilos. Depuis le début du procès, elle avait vieilli de 5 ans. Elle était déprimée, parfois au bord de la confusion mentale, et, sans être carrément anorexique, elle ne se nourrissait plus. À 34 ans, elle avait enterré un enfant et un mari, et elle arrivait au terme d'un horrible procès, quand son fort intérieur, elle aurait préféré ne jamais intenter. Ça c'est chaud, ça. La salle d'audience était en état d'alerte maximale, comme s'il pleuvait des bombes dans le hurlement des sirènes. On s'affairait en tous sens, on cherchait un siège, on discutait les nerfs à vif, le regard furtif. Quand Jared, Curtin et l'armée de la défense entrèrent par une porte latérale, on les dévora des yeux, comme si l'avocat savait quelque chose qu'il ignorait. Jour après jour, pendant ces 40 derniers mois, il avait témoigné de dons extralucides, mais en cet instant, son visage ne révélait rien. Il fit cercle avec ses subordonnés, l'air grave. À quelques pas de là, les Payton et Jeannette s'installèrent sur leurs chaises à la table des plaignants. Les mêmes chaises, les mêmes positions, la même stratégie délibérée pour inspirer aux jurés le sentiment que cette malheureuse veuve et ces 2 avocats solitaires s'en prenaient à une entreprise gigantesque, aux ressources illimitées. Wes Payton jeta un rapide coup d'œil à Jared Curtin. Leurs regards se croisèrent et ils se gratifièrent mutuellement d'un hochement de tête poli. Le miracle de ce procès, c'était que ces 2 hommes soient encore capables de s'aborder avec un minimum de civilité et même de converser en cas d'absolue nécessité. C'était devenu un motif de fierté, même dans les situations les plus odieuses. Et il y en avait eu tant. Ils étaient déterminés, l'un comme l'autre, à ne jamais sombrer dans le caniveau et à se tendre la main. Marie-Grâce n'eut pas un regard pour ce côté-là de la salle. Si elle avait consenti à tourner la tête, elle n'aurait adressé aucune sorte de salutation. Et si elle avait eu une arme sur elle, la moitié des costumes cravates présents dans son champ de vision en aurait été éjectés. Elle est vénère. Elle disposa un bloc-notes sur la table, devant elle, écrivit la date puis son nom, et ne vit pas quoi y consigner d'autre. En 71 jours de procès, elle avait rempli 70 de ces blocs, tous de la même taille et de la même couleur. Ils étaient maintenant classés et rangés à la mine, dans une armoire métallique d'occasion. Elle tendit un mouchoir en papier à Jeannette. Elle avait comptabilisé tout le reste, sauf le nombre de boîtes de Kleenex que Jeannette avait vidées au cours de son procès. Des dizaines à coup sûr. Cette femme pleurait
parlait quasiment sans répit, et malgré la profonde sympathie qu'elle éprouvait pour elle. Marie-Grâce était fatiguée de toutes ses larmes. Aussi, elle était fatiguée de tout, du stress, des nuits sans sommeil, des regards scrutateurs, d'être loin de ses enfants, de leur appartement délabré, de leur montagne de factures impayées, des clients qu'ils négligeaient, des barquettes de nouilles chinoises froides avalées en vitesse à point d'heure, d'avoir à se maquiller et se coiffer tous les matins afin de garder plus ou moins intactes ses chances de séduire le jury. C'était tout cela que l'on attendait d'elle. S'engager dans un procès, aussi grand soit-il, cela équivalait à plonger dans une ceinture lestée, dans un étang noir tapissé d'herbe. Remonter pour respirer. Plus rien d'autre au monde ne compte, et chaque instant vous pensez mourir noyé. Quelques rangées derrière les Peyton, au bout d'un banc, qui se remplissait rapidement. Leur banquier se rongeait les ongles, l'air de rien. Il s'appelait Tom Uffy pour ses connaissances. À intervalles réguliers, Uffy était passé suivre le procès et apporter sa contribution, avec sa prière silencieuse bien à lui. Les Peyton devaient 400 000 $ à la banque qui l'employait, et leur seul bien gagé, à titre de nantissement, était un lopin de terre du Cary County, propriété du père de Marie-Grâce. Cette terre pourrait rapporter 100 000 $ dans les bons jours, sans compter un lot substantiel de créances non garanties à la clé. Si les Peyton perdaient cette affaire, la carrière de Uffy dans la banque, naguère prometteuse, serait terminée. Le président de l'établissement avait cessé depuis longtemps de lui hurler dessus. Désormais, les menaces lui étaient adressées par email. Eh ouais, les requins sont là. Ce qui avait innocemment débuté par un bête deuxième prêt hypothécaire de 90 000 $ adossé à leur ravissante maison de la périphérie résidentielle s'était mué en un gouffre de folles dépenses couleur d'encre rouge, du moins folle aux yeux de Uffy. Quoi qu'il en soit, la jolie maison avait disparu, tout comme les jolis bureaux en centre-ville, les voitures de marque étrangère et le reste. Les Peyton avaient misé le tout pour le tout. Ils étaient obligés de les admirer. Un verdict de grand format. Et il serait un génie. Un mauvais verdict. Et il irait faire la queue derrière eux au tribunal de commerce. Les financiers, de l'autre côté de la salle d'audience, ne se mangeaient pas les ongles et ne se souciaient pas particulièrement de faillite personnelle. Même si le sujet avait été évoqué, Crane Chemical disposait de quantités de liquidités, de bénéfices et d'actifs cumulés. Mais d'un autre côté, le groupe était confronté à des centaines de plaignants potentiels qui attendaient, comme des vautours, d'entendre ce que le monde était sur le point d'entendre, un verdict insensé, et ce serait une volée de procédure. C'est fou, ce sont des plaignants, et on les nomme les vautours. C'est quand même incroyable qu'on inverse les rôles à ce point-là. Mais à cette minute, leur équipe respirait la confiance. Jared Curtin était le meilleur défenseur que l'on puisse se payer. Le titre de la compagnie n'avait que modérément fléchi. Monsieur Trudeau, là-haut, à New York, semblait satisfait. Ils étaient impatients de rentrer chez eux. Dieu merci, les marchés financiers étaient fermés pour la journée. Oncle Joe beugla. « Restez assis !» Et le juge Harrison entra par la porte située derrière la barre. Il avait mis fin depuis belle lurette au rituel qui imposait à l'assistance de se lever, rien que pour le regarder s'asseoir. « Bonjour », fit-il promptement. Il était presque 17 heures. Le jury m'a informé que l'on avait débouché sur un verdict. Il regarda autour de lui, s'assurant de la présence de tous les protagonistes. En toutes circonstances, je veux de la bienséance, pas d'éclat. Tant que je n'ai pas le discours dissous le jury, personne ne sort. Des questions? D'autres requêtes futiles de la part de la défense? Jared Curtin resta de marbre. Il se contenta de griffonner dans son bloc comme s'il était occupé à peindre un chef-d'œuvre. Si Crane Chemical perdait, il ferait appel avec la dernière détermination, et la pierre angulaire de cet appel serait le parti pris évident de l'honorable Thomas Alsobrook Harrison IV, un ancien avocat pénal, affecté d'une aversion évidente pour les multinationales en général, et désormais pour Crane Chemical en particulier. Huissier, faites entrer le jury. La porte voisine du box
savaient qu'ils étaient impénétrables. Et pourquoi se donner cette peine? De toute manière, leur décision serait annoncée d'ici quelques secondes. Son équipe avait reçu des instructions strictes pour ignorer les jurés et ne manifester aucune réaction, quel que soit le verdict. Naturellement, Jared Curtin n'était pas menacé de ruine financière et professionnelle. Wes Payton, lui, si. C'est pourquoi il ne parvenait pas à détacher son regard des jurés, qui s'installaient à leur place. Le directeur de la laitière détourna les yeux. Mauvais signe. L'institutrice dévisageait fixement Wes, comme si elle ne voyait pas. Autre mauvais signe, quand le président du jury tendit une enveloppe au greffier, l'épouse du pasteur lança à Payton un regard plein de pitié. Mais il est vrai qu'elle abordait ce regard-là depuis les exposés introductifs. Marie-Grâce capta un autre signe, un vrai, sans même l'avoir cherché. Alors qu'elle tendait un énième mouchoir à Janet Baker, au bord de la crise à présent, ses yeux croisèrent ceux du juré le plus proche d'elle, le 6e juré, le professeur Léonard Rocha, une prof de fac à la retraite. Par-dessus ses lunettes de lectrice à monture rouge, le professeur Rocha lui lança le clin d'œil le plus fugace, le plus ravissant, le plus sensationnel que l'avocate recevrait jamais. « Avez-vous rendu votre verdict ?» demanda le juge Harrison. « Oui, votre honneur, en effet, » répondit le président du jury. « À l'unanimité. »« Non, monsieur le juge, pas à l'unanimité. »« Êtes-vous au moins 9 à vous rejoindre sur ce verdict ?»« Oui, monsieur le juge. Par 10 voix contre 2. »« Alors c'est tout ce qui compte. » Marie-Grâce se gribouilla une note concernant ce clin d'œil, mais elle serait par la suite incapable de déchiffrer sa propre écriture. Essaie d'avoir l'air calme, ne cessait-elle de se répéter. Essaie d'être calme, 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 essaie d'être calme. Le juge Harrison prit l'enveloppe au greffier, en sortit une feuille de papier et parcourut le texte du verdict. Le front creusé de rides profondes, les paupières froncées, en se pinçant l'arête du nez. Au bout d'une éternité, il déclara « C'est apparemment en ordre ». Sans le moindre tressaillement, sans un sourire, sans même scier, sans rien trahir de ce qui était écrit sur cette feuille. Il regarda en contrebas et fit un signe de tête à son greffier. Il goûtait pleinement cet instant. Puis, les rides autour des yeux s'atténuèrent, les muscles de la mâchoire se décontractèrent, les épaules se relâchèrent, et pour Wes en tout cas, naquit soudain l'espoir que le jury ait bel et bien étrillé le défendeur. D'une voix lente et forte, le juge Harrison lut. Première question. Estimez-vous, en vous fondant sur la prépondérance de la preuve, que la nappe phréatique en question ait été contaminée par Crane Chemical Corporation? Après un temps de silence, assez perfide qui ne dura pas plus de 5 secondes, il poursuivit. La réponse est oui. Un côté de la salle d'audience parvint enfin à respirer, tandis que l'autre bleuissait à vue d'œil. Deuxième question. Estimez-vous, en vous fondant sur la prépondérance de la preuve, que cette contamination a été la cause immédiate de la mort ou des morts de A. Chad Baker et ou B. Peter Baker? Réponse. Oui, pour les deux. Marie-Grâce se débrouilla pour extraire le mouchoir de la main gauche tout en écrivant frénétiquement de la main droite. Wes s'arrangea pour attraper le regard enjoué du 4e juré qui semblait dire « Et maintenant, le plat de résistance. » Troisième question. Pour Chad Baker, quelle somme accordez-vous à sa mère, Janet Baker, à titre de dommages et intérêts pour sa mort prématurée? Réponse. 500 000 $. Les enfants morts ne volent pas grand-chose, car ils ne gagnent rien. Mais le montant octroyé pour le décès de Chad résonnait comme un signal d'alarme. Il donnait un aperçu de ce qui allait suivre. Wes fixa la pendule au-dessus du juge et remercia Dieu de lui avoir évité la faillite. Quatrième question. Pour Pete Baker, quelle somme d'argent accordez-vous à sa veuve? Janet Baker, à titre de dommages et intérêts pour la mort prématurée de son époux. Réponse. 2,5 millions de $. Chez ces messieurs de la finance au premier rang, derrière Jared Curtin, il y eut un bruissement. Crane pouvait certes encaisser un coup de 3 millions de $, mais c'était l'onde de choc qui, soudain, les terrorisait. Quant à M. Curtin, il restait encore et toujours de marbre, pour le moment. Janet Baker manqua
son siège. Elle fut rattrapée par ses deux avocats qui la redressèrent, enveloppèrent ses frêles épaules de leurs bras et lui chuchotèrent quelques mots. Détendez-vous, c'est une très bonne nouvelle. Ça se passe très très bien. Elle sanglotait, c'était irrépressible. La liste comportait 6 questions, concoctées par les avocats. Et si le jury répondait oui à la 5e, alors ce serait la folie généralisée. Le juge Harrison y arrivait. Il la lut lentement, en se raclant la gorge, étudiant la réponse, et révéla son fond venimeux. Avec le sourire, il releva les yeux de quelques centimètres au ras de la feuille de papier qu'il tenait en main, au ras des lunettes très ordinaires perchées sur son nez, et regarde droit vers Wes Payton. Le sourire était pincé, un sourire de conspirateur empreint d'une satisfaction jubilatoire. 5e question. Estimez-vous, en vous fondant sur la prépondérance de la preuve, que les actes de Grand Chemical Corporation étaient intentionnels ou relevaient d'une négligence grave au point de justifier l'application de dommages et intérêts punitifs? Réponse: oui. Marie-Grâce s'arrêta d'écrire et par-dessus la tête de sa cliente se tourna vers son mari dont le regard se figea sur elle. Ils avaient gagné, et rien que cela, c'était déjà enivrant. Quelle était l'ampleur de la victoire? En cette fraction de seconde capitale, ils surent tous les deux qu'elle était écrasante. 6e question. Quel est le montant de ces dommages et intérêts punitifs? Réponse: 38 millions de dollars. Il y eut des hauts le cœur, des doux et des sifflements. Ah ouais, 38 millions de dollars. L'onde de choc fit trembler la salle d'audience. Penchés sur leurs notes, Jared Curtin et sa bande étaient occupés à paraître impassibles sous le souffle de la déflagration. Les caciques de Grand Corporation, au premier rang, tâchaient de se remettre de respirer normalement, tous, ou presque. Ils fusillaient les jurés du regard et remuaient d'infâmes pensées, où il était question de ces gens et de leur ignorance, de la stupidité des pecnos et tutti quanti. Monsieur et Madame Payton eurent, une fois encore, un geste vers leur cliente, qui, affaissée sous le poids du verdict, essayait piteusement de se redresser. Wes lui chuchota des propos rassurants, tout en se répétant les chiffres qu'il venait d'entendre. 38 millions de dollars. 38 millions de dollars. Waouh! Sans trop savoir comment, il réussit à garder son sérieux et à contenir le sourire niais qui lui venait. Uffy, le banquier, cessa de se débioter les ongles. En moins de 30 secondes, il était passé du statut d'ancien vice-président du succursale en disgrâce à celui d'étoile montante de la banque, digne d'un gros salaire et d'un grand bureau. Il se sentait même plus intelligent. Ah, quelle merveilleuse entrée dans la salle du conseil d'administration il allait mettre en scène à la première heure le lendemain matin. Le juge en était aux formalités et remerciait le jury. Mais Uffy n'en avait cure. Il avait entendu tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Les jurés se levèrent et sortirent en file indienne, devant oncle Joe, qui leur tenait la porte et opinait d'un air approbateur. Plus tard, il raconterait à sa flamme qu'il avait prédit un tel verdict, quoiqu'il n'en eût aucun souvenir. Il prétendait de toute sa longue carrière ne s'être jamais trompé sur un seul verdict. Une fois les jurés sortis, Jared Curtin se leva et avec une parfaite contenance débita en vitesse les requêtes usuelles postérieures au verdict, que le juge Harrison put recevoir avec grande compassion, maintenant que l'on avait versé le premier sang. Marie-Grâce resta sans réaction. Cela lui était égal. Elle avait ce qu'elle voulait. Wes pensait aux 41 millions de dollars et refoulait ses émotions. Le cabinet allait survivre, comme leur mariage, leur réputation et tout. Quand le juge Harrison annonça finalement l'audience est levée, une foule se déversa de la salle. Tous avaient à la main un téléphone portable. Monsieur Trudeau était encore à la fenêtre, debout. Il contemplait la fin du coucher de soleil, là-bas, loin, au-delà de New Jersey, à l'autre bout de la planète. Stu, l'assistant, prit l'appel, s'aventura de quelques pas et rassembla son courage, puis il se lança. « Monsieur, cela vient de Hattiesburg. 3 millions de dommages et intérêts réels. 38 en
léger affaissement de l'épaule, un discret soupir d'exaspération, puis quelques grommellements d'obscénité. Monsieur Trudeau se tourna lentement et lança un regard haineux à l'assistant, comme s'il était sur le point d'abattre le porteur du message d'un coup de pistolet. « Vous êtes certain d'avoir bien entendu cela ?» Stu souhaita épurdamment avoir mal entendu. « Oui, monsieur. » Derrière lui, la porte était ouverte. Bobby Ratzlaff surgit, essoufflé, sous le choc, effaré, en quête de monsieur Trudeau. Ratzlaff était le juriste en chef de la maison, et sa quête serait la première sur le bio. Il était déjà en âge. « Que vos gars soient ici dans les 5 minutes, grogna Trudeau. Puis il se retourna vers la fenêtre. Le contrat. Voilà. La lecture est terminée. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, franchement, le meilleur cadeau que tu puisses faire, c'est de le lire. Ouais, de le lire. Celui-ci ou un autre. Mais toi, la lecture, c'est bien la lecture. Vraiment, ça t'ouvre. Et ça permet aussi, on peut déjà travailler sur l'orthographe. Et puis aussi